du Festival du Livre. Chers enfants, carizideli, on dit en Corse. Hein. En Corse, on conclut en général les salutations protocolaires par car amis, chers amis, mignodet ker, je crois. Et je voulais vous dire d'abord le bonheur que j'ai d'être ici avec vous pour cette grande affaire qui est le livre, et cette affaire encore plus importante qui est le livre en Bretagne. Alors, je remercie chaleureusement les organisateurs qui m'ont proposé de présider à cette manifestation. C'est véritablement un grand honneur. Je voulais simplement m'interroger quelques secondes sur la raison qui me vaut cet honneur. Alors, si je ne me trompe pas, ça doit être en raison peut-être de mes fonctions politiques et puis en même temps de mes fonctions d'auteur, puisque je suis aussi auteur par ailleurs, entre autres activités. Mais ce sont peut-être celles qui correspondent aux circonstances d'aujourd'hui. Alors, je vais donc vous parler brièvement de la Corse, hein. Et puis, je crois avoir compris aussi, à regarder l'affiche, la belle affiche de ce festival, hein, que l'on a voulu rendre hommage à la Corse, et puis et que l'on a voulu également rendre hommage à la femme. Hein. Et c'est vrai que, compte tenu de certaines actualités partout dans le monde, c'est quelque chose de tout à fait nécessaire. Alors, 2 mots sur la Corse, et puis ensuite, je vous dirai également 2 mots sur les femmes, en tout cas, comment notre majorité territoriale voit les choses aujourd'hui en Corse à cet égard, puisque les politiques ne peuvent pas se priver d'avoir un regard sur cette question essentielle. Alors la Corse, vous le savez, depuis 2015, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'après les alternances entre la gauche et la droite, pendant des dizaines d'années, les nationalistes corses ont donc accédé aux responsabilités. Et donc nous avons mis en œuvre un certain nombre d'orientations qui sont nos orientations de toujours. Bien entendu, vous imaginez que nous travaillons sur la question du développement économique, que nous travaillons sur la question des institutions, que nous avons évidemment beaucoup de travail à cet égard, mais compte tenu des circonstances, j'insisterai plus particulièrement sur la question culturelle et sur la question linguistique, puisque cela fait partie de l'ADN de notre majorité territoriale, qui a été pendant des dizaines et des dizaines d'années dans l'opposition. Donc ce que nous avons défendu comme opposants à la majorité en place, eh bien, nous essayons de le mettre en pratique en tant que désormais courant majoritaire. Alors évidemment, la langue corse est au cœur de nos préoccupations et nous y travaillons de toutes les manières possibles. Alors, cela dit, ça n'est pas très simple. Ça n'est pas très simple parce qu'à Paris, cette question est une question un peu taboue. On a l'impression qu'elle relève même plus de l'idéologie, mais qu'elle relève plutôt de la théologie, à tel point que même lorsque l'on arrive à discuter avec Paris sur des choses qui parfois... des choses importantes et puis qui mobilisent parfois même des volumes financiers importants. En même temps, dès qu'on arrive sur la question linguistique, on sent un blocage qui est véritablement incroyable. Et par exemple, lorsque, à l'occasion de notre prise de fonction, nous avons jugé bon de faire nos discours d'investiture en langue corse, eh bien, cela a déclenché une véritable hystérie à Paris, à tel point qu'un responsable politique d'une organisation que je ne citerai pas par charité chrétienne avait dit que pour avoir parlé corse devant l'Assemblée de Corse, je méritais d'aller en prison. Vous voyez Ah, voilà. Ça fait rien. Hein, on peut continuer ça. Voilà, donc c'est dire. Bon, vous savez, et puis peut-être qu'on y viendra dans un instant, ce qui se passe actuellement en Catalogne, et on sait que depuis quelques années, les Madrilènes ne sont pas tellement bien disposés à l'égard des Catalans. Mais quand même, sur la question linguistique, ils ne contestent pas aux Catalans le droit de parler le catalan dans leur parlement. Eh bien, à Paris, oui, on considère que c'est un crime contre la République que de parler le corse, donc à l'Assemblée de Corse, ou le breton peut-être au Conseil de Bretagne. Alors, véritablement, on voit qu'il y a sur cette question essentielle, qui est au centre de tout, pour les peuples comme le nôtre, sur cette question des blocages qui sont tout à fait considérables. Alors,
Je ne viendrai pas sur les questions techniques, sur les revendications, sur la question de la co-officialité qui a été demandée officiellement par l'Assemblée de Corse, avant même que nous prenions en main les institutions de la Corse, puisque c'est la précédente mandature, mais sur notre proposition, qui s'était prononcée pour la co-officialité. Inutile de vous dire que la question de la co-officialité de la langue corse à côté du français, eh bien, n'a fait l'objet d'aucune avancée depuis que nous sommes aux responsabilités. Paris ne voulant absolument pas discuter de cette question. Et pourtant, c'est une question essentielle que nous remettrons inlassablement sur la table des discussions. Inlassablement. Renoncer à défendre notre langue, renoncer à défendre notre culture, renoncer à défendre notre manière de participer au monde, c'est acquiescer à notre propre disparition en tant que peuple, en tant que communauté originale. Et ça, bien entendu, c'est tout à fait hors de question. Et il n'est pas envisageable un seul instant que les autorités corses aujourd'hui, légitimement et démocratiquement élues par les Corses, renonce à cette revendication essentielle qui est de sauver cette part de nous-mêmes, à savoir notre langue. Et bien sûr, on sait qu'ici aussi, il y a une langue qu'elle est défendue avec une volonté, avec un bénévolat, avec des difficultés tout aussi considérables que celles que nous rencontrons nous-mêmes. On sait qu'ailleurs, également, Paris s'oppose au développement des langues, mais on sait qu'il y a une résistance qui s'organise et que les peuples refusent aujourd'hui d'être laissés pour compte sur le plan linguistique et sur le plan culturel. Alors, nous disons vraiment que ce point commun, qui est loin d'être le seul que nous avons avec le peuple breton, c'est un point commun essentiel, et il faudra que dans les mois et les années à venir, nous continuions à être coordonnés, à travailler ensemble, à discuter de ce qu'il convient de faire pour imposer quelque chose qui devrait être tout à fait naturel, à savoir, pour un peuple, pour nos peuples, le droit de parler leur langue. Alors, comme je vous le disais, j'avais apprécié qu'à travers cette belle affiche, cette belle création, et j'en profite pour féliciter l'artiste qui l'a créée, c'est aussi à la femme que l'on a voulu rendre hommage, et c'est vrai que la question de l'égalité homme-femme est aussi au centre des préoccupations de notre majorité territoriale. J'évoquais dans le petit mot que l'on m'a demandé de rédiger pour la plaquette du festival, j'évoquais une figure qui est une figure centrale pour nous, Maria Gentile. Et alors bien sûr, on connaît d'autres figures de l'histoire de la Corse, comme Napoléon Bonaparte, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est une figure de l'histoire du monde, mais aussi de l'histoire de la Corse, vous le savez. Pascal Paoli, alors Pascal Paoli, tout le monde ne le connaît pas de l'autre côté de la mer, mais quand même ici je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui en ont entendu parler, le chef d'État de la Corse indépendante au XVIIIe siècle. Mais Maria Gentile est une jeune femme qui constitue une figure, je pense, la plus belle figure de notre histoire. J'espère que je ne serai pas traduit devant un tribunal populaire de ma majorité lorsque je rentrerai en Corse pour avoir dit cela, mais la plus belle figure. Alors, Maria Gentile, c'est une jeune femme qui, au temps de la conquête française de la Corse, a enterré son fiancé de nuit, a donné une sépulture à son fiancé, qui avait été exécuté par les autorités militaires françaises, et lesquelles autorités avaient également interdit que l'on l'enterre. Alors, elle n'a pas pu accepter que le corps de son fiancé soit livré aux animaux sauvages, et elle a risqué sa vie elle-même pour lui donner une sépulture. Bien sûr, cela rappelle étrangement le mythe d'Antigone, mais chez nous, il ne s'agit pas d'un mythe, mais véritablement d'un fait historique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire qui s'est coulée dans le mythe. Et donc, cette figure, Maria Gentile, est très importante. Maria Gentile, c'est une Antigone, c'est Antigone, et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de valoriser, de mettre à l'honneur ces Antigones qui résistent à la situation faite, bien sûr, au quotidien, aux femmes, qui résistent également à ce qui est fait contre les peuples, ces Antigones kurdes qui combattent l'État islamique, ces Antigones qui, à l'échelle planétaire, continuent à résister, mais
Antigone, c'est aussi autre chose. C'est la désobéissance civile, c'est le fait de considérer qu'au-dessus de la loi des hommes, il y a des lois supérieures. Alors, bien sûr, certains diront la loi de Dieu. Antigone disait plutôt la loi des dieux. Maria Gentile, qui était chrétienne, elle disait clairement la loi de Dieu. Et puis ceux qui ne sont pas croyants diront le droit naturel, la dignité humaine. Alors, le fait de considérer qu'il y a le droit positif, celui que l'on applique au quotidien, et étant juriste de formation, je ne plaiderai pas contre le droit, mais simplement le droit est un instrument, et ça n'est rien qu'un instrument. Le droit, il doit être fondé sur une métaphysique, il doit être fondé également sur des valeurs morales, sur la justice, ou sinon il ne vaut rien. Et je conclurai mon propos en évoquant un sujet que je ne peux pas évidemment ignorer. C'est ma première intervention publique depuis la déclaration d'indépendance du Parlement catalan. Qu'est-ce que l'on dit aujourd'hui pour répondre aux Catalans? Moi, j'écoutais tout à l'heure les chaînes d'information permanente et on interrogeait des professeurs de droit constitutionnel qui venaient avec componction vous expliquer que les Catalans n'avaient pas droit à l'indépendance parce que juridiquement, ça n'était pas possible. Alors moi, je peux vous dire, comme avocat, comme politique, que le droit se plie toujours devant la volonté politique. Toujours. Et pas plus que nous acceptons que notre langue ne puisse être officielle parce que la Constitution française l'interdit. Nos amis catalans ne peuvent pas accepter qu'on leur interdise de choisir la souveraineté s'ils le désirent, simplement parce qu'il y a une Constitution. Vous savez, sans vouloir comparer des choses qui ne sont pas comparables, il faut quand même rappeler que le régime de Vichy, sur le plan de la légalité, n'était absolument pas contestable. C'est sur le plan de la légitimité, sur le plan de la justice, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la dignité humaine que l'on doit le contester, mais pas sur le plan juridique, ça n'est pas possible. Donc, tout ça pour dire que le droit, oui, le droit c'est important, c'est ce qui nous permet effectivement de vivre en société dans le respect de tous et de chacun. Mais le droit, il est au service d'une volonté politique, d'une volonté morale. Il est au service du droit naturel. Il est au service d'un droit qui est au-dessus du droit des hommes. Ou sinon, il faut le refuser et au besoin, il faut le combattre. Alors moi, je voulais vous dire, contre tous les professeurs de droit constitutionnel qui défilent aujourd'hui à la télévision pour dire que nos amis catalans n'ont pas droit à l'indépendance parce que le droit s'y oppose, nous disons, il faut changer le droit chaque fois que le droit s'oppose à la dignité humaine et à la dignité des peuples. Et je vous remercie.